Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jacques Cardoz. La vérité en face, Marine Le Pen sera bien candidate à la présidentielle 2027. Oui, mais voilà, l'épisode judiciaire n'est peut-être pas terminé et tout est dans le peut-être. Condamnée pénalement, elle se pourvoit en cassation. Elle redevient techniquement présumée innocente. Elle fera donc campagne sans bracelet électronique et ça change tout, évidemment. Marine Le Pen montre ainsi qu'elle est une combattante, qu'elle ne renonce pas. Elle met aussi une pression considérable sur la justice et c'est un coup politique parce que c'est la justice qui devra désormais prendre la responsabilité ou pas d'interrompre cette campagne via la Cour de cassation. Une chose est sûre, cette campagne présidentielle ne ressemblera à aucune autre. On est avec l'avocat de Marine Le Pen en direct sur Sud Radio. Merci infiniment, maître Rodolphe Bosselu, d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h07 et évidemment, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi et que vous ne cessez d'expliquer et de vous intéresser à cette question de droit que l'on évoque depuis hier. Alors, je vous pose la question tout de suite, monsieur Rodolphe Bosselu. Soyez le bienvenu d'abord sur Sud Radio et bonjour. Merci. Dites-nous tout. Il y a bataille juridique. Il y a bataille juridique sur cette question fondamentale de la jurisprudence de la Cour de cassation. Parce qu'on le dit aux auditeurs, donc si tout se passe comme on le pense en janvier ou février prochain, ça reste à définir, la Cour de cassation pourrait se prononcer et à ce moment-là, la question est de savoir si, à la fois, elle cassera le jugement, elle vous donnera raison. Il y aura évidemment un enjeu à ce niveau-là, et donc à ce moment-là, il pourrait y avoir par exemple un vice de forme. Ça serait l'une des possibilités. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce que ça efface comme décision. Est-ce que ça efface la décision en appel, la deuxième, ou bien est-ce que ça efface les deux? Et de ce point de vue-là, il y a bataille juridique. Alors on est évidemment suspendu à vos lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse? Écoutez, c'était vrai que c'est un sujet un peu technique qu'il est difficile de vulgariser, mais je voudrais faire une première observation. Je vous en prie. C'est que j'ai l'impression que tout le monde tombe de l'armoire, alors que Marine Le Pen ne fait qu'exercer un pourvoi en cassation qui est quand même une voie de recours traditionnelle, classique, et qui ne présente pas de caractère absolument anormal. Donc, ça, c'est le premier point, parce que j'ai entendu chez certains de vos confrères qu'il y avait une guérilla judiciaire. Non, il y a l'exercice d'une voie de recours normale et légitime. Ça, c'est le premier point. Je pense, si je puis me permettre, Rodolphe Bosselu, que en fait, c'est effectivement, on a tous été surpris hier parce que tout le monde imaginait que elle accepterait la condamnation. Alors, il y a évidemment la dimension politique qui intervient dans tout ça, mais que d'un point de vue juridique, ça nous paraissait moins compliqué pour elle, je parle dans son intérêt à elle, d'accepter la condamnation et d'espérer en réalité de ne porter le bracelet électronique que 4 mois et demi, compte tenu, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais compte tenu des possibles remises, de la remise de 3 mois automatique, puis de la division par 2, et d'une certaine façon, ça lui permettait politiquement de dire, je serai en campagne officielle, sans bracelet électronique et purgée d'une certaine façon de tout ce qui peut m'être reproché. Elle n'a pas choisi cette option et donc c'est ça qui a étonné. Elle n'a pas choisi cette option. Elle n'a pas choisi cette option pour une raison assez simple, en définitive, c'est qu'elle considère qu'elle est innocente et que se pose toujours dans ce dossier, pour elle et pour nous, ses avocats, une question majeure de pur droit sur l'applicabilité ou non des dispositions de 432-15 du Code pénal aux faits. Donc, il est légitime de porter cette difficulté au juge suprême qu'est la Cour de cassation et la Chambre criminelle, et c'est ce qu'elle a décidé de faire. Alors, l'autre option que vous invoquiez, c'était renoncer à une voie de recours, à la possibilité de faire valoir une articulation et une argumentation juridique que nous considérons comme particulièrement fondée. Et elle a fait, me semble-t-il, un choix assez classique en définitive. Oui. C'est pour ça que je suis très surpris par la surprise que crée cette décision qui... Tout simplement, maître, parce qu'on se dit, il y a un risque. Que se passera-t-il en janvier? Et si la Alors, il y a un risque, c'est vrai.
c'est vrai qu'il y a un risque, mais c'est l'aléa judiciaire permanent dans tous les dossiers. Alors là, évidemment, il est à combiner avec une élection présidentielle, ce qui n'est pas fréquent, j'en conviens. Mais il y a un risque qui m'apparaît en tous les cas gérable. Je m'explique. Allez-y. La Cour de cassation c'était l'annonce de son président, devait envisager de rendre une décision en janvier ou février 2027, avant l'élection elle-même. Cette décision avait été prise alors que nous étions sous l'empire d'une condamnation de première instance avec exécution provisoire. Et si cette condamnation avec exécution provisoire bousculait évidemment l'appréhension de la candidature, bousculait l'organisation de l'élection présidentielle, parce que cette inéligibilité s'appliquait immédiatement et qu'elle ne pouvait pas d'ailleurs avoir de voie de recours. Les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes avec une décision d'appel qui a considéré que l'exécution provisoire n'avait plus lieu d'être un appel, donc il n'y a pas eu de prononcé d'exécution provisoire en appel, qui a considéré qu'il fallait prononcer une peine mixte ferme pour tenir compte de ce qui avait déjà été exécuté les 15 mois et 30 mois supplémentaires assortis du sursis. Donc nous sommes dorénavant dans une situation plus classique où ces facteurs un peu de complexification de la procédure qu'est l'exécution provisoire n'existent plus. Donc j'ai la faiblesse de penser, mais peut-être me trompe, que la Cour de cassation doit revenir à une appréhension du dossier plus classique, étant précisé que, si vous voulez, c'est codifié quand même devant la Cour de cassation, il y a des procédures accélérées, et que nous ne sommes pas dans les cas ou dans le cadre des 3 cas de procédure accélérée que prévoit la Cour de cassation. Justement, maître Rodolphe Bosselut, avocat de Marine Le Pen, est-ce que vous espérez une décision de la Cour de cassation rapidement ? Ou est-ce qu'il n'y a plus lieu qu'elle se presse d'une certaine façon? On sait que l'usage, c'est 18 mois. J'espère une décision de la Cour de cassation qui prenne le temps qu'il faudra. Je n'ai pas à lui donner son délai. Les délais habituels, c'est 12 mois, 18 mois, mais qu'elle prenne le temps d'examiner les moyens juridiques que nous lui soumettons. Et je pense qu'elle le fera. Vous la mettez dans l'embarras quand même, parce que... je la mets pas dans l'embarras. Je lui demande d'agir comme elle le fait toute la journée. Sauf que j'ai pas l'impression de la mettre beaucoup dans l'embarras. Elle s'était exprimée sur le fait que oui, elle accepterait de se prononcer assez rapidement, mais vous avez raison, c'était du fait de l'exécution provisoire et le jugement en appel. Et le jugement en appel change les choses. Vous avez raison de ce point de vue-là. Oui, et du caractère totalement exceptionnel, cette exécution provisoire. Je vous dis quelque chose. Que je parlais d'embarras. Parce que, non, mais que vos auditeurs doivent comprendre. Non, mais il y a quelque chose que les auditeurs doivent comprendre. C'est que, normalement, s'il n'y avait pas eu l'exécution provisoire en première instance, l'appel, au fond, devant la cour d'appel, aurait eu lieu, là, sans doute, en septembre. Donc, la procédure en appel a été précipitée par l'exécution provisoire. D'accord. Et nous avons pris une audience et un créneau d'audience qui n'était pas initialement celui du dossier de ma cliente, mais parce qu'il fallait trouver rapidement une audience pour pouvoir traiter et voir le sort à donner à cette exécution provisoire. Or, le parquet général a dit exécution provisoire disproportionnée. La cour d'appel hier a dit pas d'exécution provisoire. Donc on revient, à quelque chose de plus, je vais employer un mot neutre, classique. Je ne veux pas parler de normalité parce que ce dossier ne me semble pas s'inscrire dans une normalité, mais pour autant, la situation, elle est celle-là. Maître Rodolphe Bosselut, pour qu'on comprenne bien et qu'on se projette un petit peu dans les mois qui vont venir, parce que cette actualité judiciaire, j'ai envie de dire qu'elle restera en double fil de la campagne présidentielle. Elle va rester jusqu'au bout. On va voir et on sera suspendu aux décisions et à vos éventuelles actions. Comment ça va se passer? Comment ça se passe précisément pour la Cour de cassation? Vous devez formuler un dossier en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois. Comment vous formulez vos vœux? Je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut dire. Vos motivations. Ce sont des mémoires qui sont déposées. Voilà. Est-ce que vous le faites? Quel est le timing?
l'agenda. Alors, le timing. Alors, moi, d'abord, ce n'est pas moi qui m'occuperai de la procédure dans la Cour de cassation, puisqu'il y a des avocats spécialement dédiés devant cette juridiction, et ce sont eux qui se chargeront de défendre les intérêts de Madame Le Pen. Mais la procédure est assez classique. En fait, une fois que le pourvoi est inscrit, il y a un délai qui est de 3 mois pour régulariser le mémoire au soutien de la demande de cassation, c'est-à-dire le mémoire qui expose toute l'argumentation. Et nous avons des moyens juridiques que je considère comme sérieux, et les avocats de la Cour de cassation que nous avons consultés aussi, notamment, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est vraiment très rébarbatif et c'est du pur droit, mais sur l'applicabilité de 432-15 et le caractère non prévisible des règles européennes sur lesquelles se sont fondés le tribunal et la Cour pour retenir la responsabilité pénale de Madame Le Pen. Et tout ça, ça va faire l'objet d'un mémoire qui va être présenté devant la Cour de cassation. Alors après, les choses vont être un peu différentes selon que peut-être le Parlement européen fera-t-il un pourvoi aussi, puisque je rappelle quand même que les condamnations ont été considérablement diminuées de ce point de vue-là en appel par rapport à celles qui avaient été prononcées en première instance. Donc il y aura peut-être l'obligation de répondre au mémoire de la partie civile. Donc ça veut dire, Maître Bosluc, on est rendu au mois de novembre, entre le 30 octobre et le 30 novembre, ce que je peux dire, moi, j'ai pas de calendrier précis. Ce que je sais dans mes autres dossiers pénaux qui sont devant la Cour de cassation, c'est que bon an, mal an, alors c'est une cote mal taillée, mais on a un délai entre 12 et 18 mois. Voilà. Bon, voilà. Parce que si vous voulez, il y a des mises en état, après il y a des avis d'un rapporteur qui est un magistrat du siège qui donne son avis, il y a une procédure au milieu d'admission ou pas du pourvoi. Bon, enfin, tout ça suit son cours. Et puis ce sont des décisions extrêmement lourdes. C'est le principe de la Cour de cassation, parce que ça fait jurisprudence. C'est des décisions lourdes sur des sujets qui sont des sujets assez touchy, parce que c'est l'applicabilité d'un texte à des députés européens, alors qu'on a des décisions, par exemple dans l'affaire Sarkozy, on a une décision qui a été rendue et qui est définitive de ce point de vue-là, mais qui reconnaît que l'agent public international ne peut pas être appréhendé par le détournement de fonds publics. Or, les députés européens sont considérés comme des agents publics internationaux. Donc vous voyez, c'est compliqué. Il y a des enjeux considérables et c'est compliqué. Merci infiniment, Maître Rodolphe Bosluc, d'avoir été sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h19. Dans un instant, on va poursuivre ces discussions autour des enjeux juridiques. Et on sera avec la magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Evelyne Cyr-Martin. Et puis tout à l'heure, Brice Sokol, politologue et essayiste, évidemment non-stop. On parle aujourd'hui sur Sud Radio de Marine Le Pen qui sera candidate pour la présidentielle de 2027. Il est 9h19. 9h10, la vérité en face. Sud Radio. Parlons vrai. Quand d'autres se limitent à rembourser une partie de vos frais de santé, nous, chez MMA, on est là. Là, par exemple, pour Nathalie. Avec les services Santé Claire inclus dans son contrat santé, elle bénéficie d'un programme personnalisé pour mieux manger et de cours en ligne pour se remettre au sport. Et ça la motive. Vraiment. Pour que chacune puisse dire « Pour ma santé aussi, zéro tracas, j'avance avec MMA ». MMA. Conditions sur mma.fr et santéclaire.fr. En direct de chez Aldi avec Monsieur l'avocat. Alors comme ça, vous voulez faire un toast? Mais qu'est-ce qu'on fête? Alors avant tout, j'aimerais célébrer mes qualités. Une variété As et une catégorie 1. Mais bon, le noyau de mon discours, sans quoi j'aurais jamais été jusque-là chez Aldi, c'est mon prix bas. 49 centimes la pièce. Avec toutes ces qualités, vous avez raison d'en faire des tartines. Et vous êtes à 49 centimes chez Aldi jusqu'au samedi 11 juillet. À ce prix-là, nos produits peuvent se la raconter. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. Origine et info sur aldi.fr. Sud Radio Valence. 95.1. Sud Radio. Grand frais. Oui, c'est l'attaquant. Dites pour le match, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont de la mozzarella fior di latte à 99 centimes. Du coup, le match se joue dans l'assiette et à la fin, c'est la gourmandise qui gagne. Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à lundi, la mozzarella fior di latte est à 99 centimes la pièce de 125 grammes. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais!
frais. Le meilleur marché. Soit 7,92€ le kilo, fabriqué en Italie, 17% de matière grasse sur produits finis, au lait pasteurisé de vache. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ouverture exceptionnelle ce mardi 14 juillet, liste et horaire de tous nos magasins ouverts sur grandfrais.com et sur l'app Grand Frais. Sud Radio, c'est encore plus simple à écouter avec le DAB+. Le DAB+, c'est l'équivalent de la TNT pour la radio. Une meilleure qualité sonore et Sud Radio accessible encore plus facilement dans votre voiture. Avec un récepteur compatible, programmez Sud Radio dans vos favoris et laissez-vous guider. Plus besoin de changer de fréquence, Sud Radio vous suit sur la route partout en France. Sud Radio, parlons vrai partout avec le DAB+. Chez But, pendant les soldes, le matelas Complice Dreamea 140 par 190 est à 199,99€ au lieu de 399,99€. Quel confort! But et votre maison bat plus fort. Date selon arrêté préfectoral dans la limite des stocks disponibles. Conditions en magasin sur but.fr. À tous les chasseurs de tendance, en ce moment, le canapé d'angle compressé est à seulement 339,99€ sur Cdiscount. Waouh, c'est fou, il se gonfle tout seul. Eh oui, la magie des canapés compressés. Ah, idéal pour décompresser. Profitez des soldes sur Cdiscount du 24 juin au 21 juillet. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix. Cdiscount. Le grand matin Sud Radio, la vérité en face. Jacques Cardoz. La vérité en face avec cette information évidemment majeure. Depuis hier, Marine Le Pen décide d'être candidate en 2027 malgré sa condamnation. On sera tout à l'heure avec Brice Sokol, politologue et essayiste. On était à l'instant avec maître Rodolphe Bosselu, l'avocat de Marine Le Pen, qui nous donnait les tenants et les aboutissants de cette problématique à venir, avec l'idée que, eh bien, la Cour de cassation, l'actualité judiciaire restera en double fil jusqu'au terme de la campagne présidentielle. Vous êtes nombreux à nous appeler. Vous pouvez continuer de le faire au 0826 300 300 avec Jean-Paul et Olivier dans un instant. Je leur demande quelques secondes, plus exactement non. On va commencer tout de suite par Jean-Paul et tout à l'heure on sera avec la magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Évelyne Cyr-Marin, experte évidemment sur toutes les questions juridiques et on abordera la question juridique. Mais tout d'abord, Jean-Paul avec vous, bonjour. Oui, bonjour Jacques et bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Quelle a été votre réaction sur cette folle journée ? Sur cette folle journée, déjà le jugement, le deuxième jugement qui contredit, qui contredit en partie le jugement précédent. Le jugement précédent, donc, ça avait été un jugement qui avait été fait sur des bases politiques et même peut-être des directives gouvernementales. Pour effectivement éliminer les magistrats sont indépendants, Jean-Paul. Mais c'est vrai que le premier jugement a été, on va dire, au-delà de ce que l'on pouvait imaginer, assez sévère. On peut le dire comme ça. Il était assez sévère. En même temps, il était extrêmement rapide dans son traitement. Donc le deuxième jugement nuance un petit peu plus et en même temps renvoie la balle dans le camp de Marine Le Pen en lui demandant effectivement de prendre des risques. Donc risques qu'elle prend, donc c'est bien. Bon, elle a du cran. Les Français aiment ça. C'est pas par hasard que les Français apprécient le film sur De Gaulle qui est en ce moment sur nos écrans. Donc on voit un individu qui se lève tout seul. Donc ça c'est effectivement quelque chose pour plaire. En même temps, ça rétablit aussi le jeu, je dirais, le jeu démocratique. C'est-à-dire que la candidate de l'opposition donc peut continuer, peut effectivement campagne. Mais ça, si je puis me permettre, Jean-Paul, oui, il y a de la grandeur et il y a du cran, mais elle a été condamnée quand même. Oui, mais condamnation, ça on peut. J'entendais tout à l'heure Bayrou qui parlait, qui était interrogé aussi sur des faits identiques. Bayrou a fait des contorsions pour expliquer que c'était pas pareil, etc. On s'en fout. En fait, tous les partis politiques ont fait la même chose. Bayrou a été blanchi. Mélenchon n'a même pas été jugé pour des faits semblables. Donc, c'est des pratiques qui malheureusement se faisaient. On va pas refaire effectivement l'histoire. Donc la condamner pour ça, il n'y a pas d'enrichissement personnel côté Marine Le Pen. Je veux pas défendre Marine Le Pen, mais il faut faire preuve quand même d'objectivité. Et après, c'est un reproche sur 2 millions d'euros. Oui. 2 millions d'euros. Quand on voit que l'actuel président, en 10 ans, a bousillé plus de 1000 milliards d'euros, c'est pas 2 millions, c'est plus de 1000 milliards.
il a bousillé, il a gaspillé effectivement cet argent honteusement. Il y a quand même deux poids, deux mesures. On a besoin de quelqu'un qui effectivement redresse la France. Et là, maintenant, on attend, indépendamment des jugements de l'appel, etc., du pourvoi, on attend que Marine Le Pen présente des actions concrètes. Un plan vous avez raison. Pour effectivement redresser la France. Exactement, elle sera attendue là-dessus. Elle sera attendue là-dessus et la campagne ne fait que démarrer puisque c'est la première étape aujourd'hui. Notamment, merci infiniment Jean-Paul d'avoir témoigné et de nous avoir dit ce que vous aviez sur le cœur et ce que vous pensez au sujet de tout cela. On est avec Olivier de Melun en Seine-et-Marne. Olivier, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus critique, vous. Quel est votre regard sur ces quelques heures assez folles que l'on vient de vivre et c'est pas terminé, la campagne ne fait que commencer. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Écoutez, deux réflexions qui sont partagées avec les gens à qui j'en ai parlé. Mmh. En fait, il y a la partie strictement juridique qui fait plaisir aux gens qui détestent Marine Le Pen et qui disent voilà, elle est condamnée, super, et il est probable, à mon avis, qu'elle puisse pas aller jusqu'au bout. Et puis d'un autre côté, il y a est-ce que ça sert, quels intérêts ça peut servir d'avoir tapé aussi fort sur le RN, sur Marine Le Pen ou moi si j'étais à la place de Bardella, j'irais pas parce que je suis sûr que d'ici quelques jours, vous allez voir fleurir des trucs sur Bardella. Ils vont se débrouiller aussi pour sortir quelque chose contre lui. Ça sert à quoi? Je pense que ça sert pas les bons intérêts. Si vous voulez que le Front National, le Rassemblement National, soit un parti qui soit même tour des élections, il faut arrêter de lui taper dessus, parce que tout ce que vous allez faire ne fera jamais, enfin tout ce que font les juges et les gens qui sont opposés au RN pour lui mettre des bâtons dans les roues, ça ne fait, à mon sens, que renforcer le socle électoral du RN. Et le socle est très très fort actuellement, 36%. Mais moi, enfin, honnêtement, alors ça montre aussi un autre problème, c'est le problème des financements des partis. Moi, je suis vieux, je peux vous dire que pendant un temps, je crois même que le RPR, ou même peut-être déjà avant, il y avait un impôt sur l'emprunt immobilier ou les crédits immobiliers. Le Canard enchaîné avait sorti un truc absolument fabuleux là-dessus. L'affaire Urba pour le PS. Je suis sûr que si on gratte dans tous les partis en ce moment, pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce que le système est mal foutu pour le financement, on va trouver la même chose. Alors là, ça tombe toujours sur les partis de droite, Fillon, machin. Strauss-Kahn, c'était un problème de comportement moral. Mais là, si vous voulez faire que les 35% restent 35%, continuer comme ça. Et François Bayrou le disait tout à l'heure, effectivement, vous avez raison, la problématique des financements, elle n'est pas résolue. Il avait proposé une banque spécifique qui permette effectivement aux partis politiques qui ont du mal, alors c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est surtout le Rassemblement National, qui ont du mal de trouver des financements un peu plus facilement et de ne pas avoir à aller quémander de l'argent à l'étranger, parce que c'est ce qui s'est passé pour le Rassemblement National. Et j'ai envie de dire que la problématique est la même, parce qu'on a entendu hier la députée Edwige Diaz sur les plateaux de télévision hier lancer d'une certaine façon un appel, parce que c'est le prochain et la prochaine problématique pour le Rassemblement National, réunir des fonds, même si François Bayrou ce matin à notre micro nous disait oui, la situation a un petit peu changé quand même, le RN a beaucoup plus de moyens qu'il n'en avait parce qu'ils ont une représentation qui est beaucoup plus forte dans l'opinion, et vous savez qu'il y a un système de financement qui est indexé sur la représentation des hommes et des femmes politiques dans l'espace public. Merci Olivier de Melun, de nous d'avoir témoigné ce matin et de nous avoir apporté votre éclairage et votre expérience au vu des échanges que vous avez pu avoir depuis le jugement et depuis l'annonce de Marine Le Pen hier soir. 9h29 sur Sud Radio. Dans un instant, Evelyne Cyr-Marin, grande magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Elle est avec nous. Et puis, j'accueillerai également Brice Sokol, que les auditeurs de Sud Radio connaissent très bien, politologue et essayiste. On a beaucoup de choses à se dire. Il est 9h30 sur Sud Radio. Journée spéciale. Le grand matin Sud Radio, la vérité en face. Jacques Cardoz. Dans la vérité en face, on s'attaque à cette question parce que c'est du jamais vu. Tout simplement. C'est du jamais vu dans la 5e République. Marine Le Pen sera bien candidate en 2027. Elle l'annonce hier dans le 20h de TF1. Oui, mais voilà, quelques heures plus tôt, elle a été condamnée en appel. Elle a été condamnée en appel et cette condamnation pose beaucoup de questions parce que à la suite, Marine Le Pen nous apprend qu'elle veut se pourvoir en cassation. Alors, on est avec Evelyne Cyr-Marin. Elle est magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour madame.
Bonjour, monsieur. Soyez la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. On va essayer d'être clair pour nos auditeurs et sur une matière qui est extrêmement complexe. On le sait, donc merci de vous prêter à ce jeu-là parce qu'on a besoin de pédagogie. Alors, elle se pourvoit en cassation. Première question, est-ce que ça annule le jugement en appel automatiquement et est-ce que ça annule ou pas le premier jugement ? Voilà, ça c'est déjà la première question. Oui, il y a eu un débat à partir d'un article du Canard enchaîné là-dessus, mais vraiment il est à peu près certain juridiquement que l'arrêt de la Cour d'appel annule les décisions qui étaient prises avant, c'est-à-dire celles du tribunal judiciaire de Paris, à savoir que là, le pourvoi en cassation suspend les décisions qui ont été prises, à savoir la Cour d'appel qui la condamne donc à une peine d'emprisonnement dont 1 an avec un bracelet électronique et cette peine d'inéligibilité de 35 mois, c'est-à-dire à peu près 3 ans et demi et 100 000 euros d'amende. Voilà. Il y a eu effectivement des décisions anciennes de la Cour de cassation qui disaient que on revenait au jugement du premier tribunal, mais dans notre jargon, on dit elles n'ont pas été publiées. Ça veut dire que la Cour de cassation a considéré que c'était vraiment des cas d'espèce et voilà. Donc on en est à, on attend le pourvoi en cassation, tout est suspendu. Et en ce qui concerne l'inéligibilité, elle est pour l'instant éligible. Oui. Et en ce qui concerne le bracelet électronique, elle ne le portera pas pour l'instant jusqu'au pourvoi en cassation. Et le premier président de la Cour de cassation a dit qu'en janvier 2027, la décision serait rendue. Jusqu'en janvier 2027, elle fait sa campagne totalement librement. Voilà, c'est très très clair. Evelyne Sierre-Martin, magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, vous nous apportez un éclairage très très clair ce matin. En réalité, sur ce débat juridique concernant le pourvoi en cassation qui annule ou pas le jugement précédent ou les deux jugements précédents, vous êtes très clair. Il y a débat au sein des juristes, mais en réalité, vous nous apportez un éclairage un peu plus prononcé. C'est que vous nous dites en réalité que l'argument contraire à celui du défenseur de Marine Le Pen, en réalité, c'est un argument qui date. C'est-à-dire que on ne reviendra pas, en réalité, au premier jugement, parce que ce qui fait foi dans cette littérature-là juridique, en réalité, est très ancien, et vous nous le dites, n'est pas publié, c'est-à-dire que d'une certaine façon ça ne fera pas jurisprudence, jurisprudence, voilà c'est ça. Et donc ça ne dominera pas en réalité les débats. C'est bien ce que vous nous dites. Oui, vous voyez, bien sûr, il y a des milliers de cas comme ça chaque jour devant la justice, des gens qui font un pourvoi en cassation, qui ont une peine par exemple d'emprisonnement et voilà, vous regardez Monsieur Sarkozy, toutes ces procédures judiciaires, que ce soit dans Big Malion ou dans le trafic d'influence des écoutes téléphoniques, il a été complètement libre de ses faits et gestes jusqu'à ce que la Cour de cassation dise c'est définitif et à ce moment-là, le bracelet électronique a été porté dans son cas. Il avait été imposé dans l'affaire des écoutes téléphoniques, mais il est allé jusqu'au pourvoi en cassation sans le porter. Donc tout est, comme on dit, suspensif. Ouais. Voilà. Et Evelyne Sierre-Marin, autre question parce que vous, pardon, excusez-moi, parce que vous le disiez tout à l'heure, et c'est important. Est-ce que vous pensez que la Cour de cassation va maintenir l'agenda là-dessus? On était avec Rodolphe Bosselut, l'avocat de Marine Le Pen, qui évidemment lui, c'est son intérêt. Il plaide pour que la Cour de cassation prenne son temps et ne soit plus obligée d'intervenir aussi vite. Est-ce que vous pensez que du coup le premier président de la Cour de cassation va
à nouveau changer sa vision des choses compte tenu du fait qu'en appel on nous dit d'autres choses, que ce qui avait été dit sur la base de ce qui avait été de l'exécution provisoire, que cette exécution provisoire n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc voilà, les choses ont changé. Est-ce que le président de la Cour de cassation va lui aussi changer et s'adapter quelque part à ces nouveaux événements judiciaires? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes intérêts entre l'avocat de Marine Le Pen et le premier président de la Cour de cassation. Je comprends l'avocat de Marine Le Pen. Hein. De son point de vue, il a intérêt à ce que ça traîne au maximum, de façon à ce que la Cour de cassation statue, non pas en janvier 2027, mais le plus tard possible, surtout après les présidentielles. Si elle est élue présidente, évidemment, elle bénéficiera d'une immunité pendant 5 ans et on attendra 5 ans de plus pour savoir si finalement elle est coupable et quelle peine elle doit avoir. Voilà. Ça, c'est vraiment l'intérêt de la défense de Marine Le Pen. Maintenant, le premier président de la Cour de cassation, il s'est quand même un peu engagé et il a dit l'année dernière, on jugera en janvier 2027 et moi je pense que évidemment la justice tiendra sa parole. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'intérêt de la justice de montrer que ça n'est pas la justice qui finalement décide ou pas dans cette affaire qu'elle est candidate ou pas à la présidentielle. La justice, elle poursuit son chemin et elle rendra une décision en janvier 2027, à mon avis. Et là, on a 2 hypothèses qui sont vraiment contradictoires, parce que soit la Cour de cassation confirme la peine qui a été infligée par la Cour d'appel. Alors là, elle se retrouve avec un bracelet électronique. C'est pour ça que cette stratégie de faire un pourvoi nous étonne tous un peu. On est d'accord. On est d'accord. Tout le monde a été très étonné. On est bien d'accord que c'est un risque. C'est un risque. On s'arrête un instant. On s'arrête un instant sur ce que vous nous dites, parce que vous ne croyez pas à une modification de l'agenda. Vous nous dites que le premier président de la Cour de cassation s'est un peu engagé et qu'il y a le chemin de la justice qui n'a rien à voir avec le chemin politique. On est bien d'accord là-dessus. Et donc on peut se retrouver en janvier ou février 27. Marine Le Pen aura fait déjà 6 mois de campagne, elle aura impacté d'une certaine façon son discours politique, et à ce moment-là, on peut être rattrapé par une nouvelle action judiciaire. Et alors là, dites-nous tout, que peut-il se passer? Si on lui demande de porter le bracelet électronique, elle sera quelque part empêchée en pleine campagne, officielle cette fois-ci. Voilà, si la Cour de cassation confirme la décision d'hier de la Cour d'appel, elle aura son bracelet électronique à porter, alors juridiquement pendant 1 an, avec les réductions de peine pendant 6 mois. Mais voyez, ça veut dire qu'à partir de février 2027, en pleine campagne, elle aura le bracelet à porter. Sauf que, Madame Sirmarin, le juge d'application des peines, au nom d'un des articles, peut décider, compte tenu, je crois que c'est les états de santé ou la raison professionnelle, peut ne pas lui demander de porter ce bracelet électronique tout de suite. Est-ce que ça, c'est possible aussi ? Oui, c'est possible. Il y aura un délai, c'est-à-dire que la décision étant prise par la Cour de cassation de confirmer le port de ce bracelet, à ce moment-là, le juge d'application des peines la convoquera. Il aura 20 jours pour la convoquer, et ensuite les modalités du bracelet seront décidées dans les 30 jours. Mais enfin, il peut pas totalement la dispenser de porter le bracelet. Ça, c'est pas possible. Elle aura ce bracelet à porter. Ça veut dire qu'on lui mettra un émetteur à son domicile, et que bien sûr on peut avoir des horaires très larges pour sortir, mais malgré tout, si elle ne veut pas, si elle veut faire, je sais pas, un meeting à Mayotte ou à La Réunion, là il faudra qu'elle demande au juge de l'application des peines d'en être dispensée pendant 3-4 jours. Mais il y a une deuxième hypothèse, c'est que, et seconde, dernière, c'est que la Cour de cassation infirme, c'est-à-dire contredisent la Cour d'appel en disant il y a eu une erreur de droit, et je pense que le Rassemblement national espère ça. Alors c'est vraiment un trou de souris, c'est minuscule comme possibilité, mais ils ont les yeux rivés, je crois, depuis le début sur l'affaire Fillon.
Oui. où effectivement, Monsieur Fillon a fait tout un parcours judiciaire. 432-15. Alors, comme je suis pas juriste, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous le savez sans doute. 432-15, c'est ce que nous disait le maître Rodolphe Bosselus ce matin. Au nom de cet article, il pense qu'il peut effectivement utiliser ce trou de souris. Pour conclure. Alors, c'est autre chose. Mais enfin, bon, bref, dans l'affaire Fillon, Monsieur Fillon avait été condamné un peu comme Madame Le Pen. Il a fait tout un parcours judiciaire et la Cour de cassation a cassé le jugement de la Cour d'appel. Alors, elle espère certainement ça. Et alors là, on repart à une autre Cour d'appel de renvoi. Peut-être ils espèrent ça. Ce que vous dit Monsieur Maître Bosselus, c'est autre chose. C'est que eux plaident depuis le début qu'il n'y a pas détournement de fonds publics, mais il y a abus de confiance. Bon, ça, c'est absolument jugé. Un député, parce qu'ils disent non, un député européen ne peut pas commettre un détournement de fonds publics parce que c'est pas, en quelque sorte, un agent chargé de service public. Si la Cour de cassation a dit que les députés, les sénateurs étaient tout à fait des agents, enfin des dépositaires de l'autorité publique, chargés de service public parce que ils font des actes dans l'intérêt général. Donc ça, c'est un argument de la défense, mais on sait que ça fonctionnera certainement pas. Eh ben, écoutez, c'est très très clair. Merci beaucoup Évelyne Sirmarin, magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, de nous avoir éclairé sur tous ces points, y compris sur l'agenda, sur les possibilités qui peuvent tomber désormais après un possible arrêt, jugement, avis donné par la Cour de cassation en janvier ou février 27. Vous étiez en direct sur Sud Radio, il est 9h45. On va poursuivre cette discussion parce qu'évidemment c'est l'actualité du jour avec Brice Sokol dans un instant. Brice Sokol, il est politologue, il est essayiste et on va parler maintenant de l'impact de toutes ces décisions dans l'opinion. Il est 9h45, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jacques Cardoz. Il est 9h47 et dans un instant, on est avec Brice Sokol pour parler de l'actualité politique et de Marine Le Pen, mais n'oubliez pas le grand jeu Sud Radio qui vous envoie au soleil en République dominicaine. Vous pouvez profiter d'un séjour tout compris d'une semaine pour 2 personnes au départ de Paris, pour la République dominicaine donc, c'est logique, avec Air Europa, la compagnie qui relie l'Europe à l'Amérique latine. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez dès maintenant été, attention, c'est pas Sud, c'est été au 7 20 18 par SMS et on obtiendra et on désignera, on tirera au sort l'heureux élu à la fin du mois de juillet. C'est donc été au 7, 20, 18 durant tout le mois de juillet. Bonne chance à tous. Et non, avec Brice Sokol. Bonjour, Brice. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien. Vous êtes politologue et essayiste. Alors, on évoque avec vous l'impact de cette décision. Marine Le Pen, elle trace sa route. Elle décide d'y aller. Elle nous a surpris, il faut bien le dire, hier, à tort, peut-être que tous les médias étaient partis dans l'idée qu'elle allait accepter ce bracelet électronique. Non. Elle dit, mais moi je suis innocente, et elle choisit, elle prend son risque, comme disent les jeunes, j'aime pas tellement cette expression, mais c'est un peu ça. Elle y va, et puis on a bien compris à l'instant quels étaient les enjeux avec la Cour de cassation. Quelle analyse vous faites de tout cela, Brice ? Moi d'abord, je voudrais revenir un instant sur la décision de justice. Vous savez, on a beaucoup critiqué la justice. Après la première instance. Il y a une vraie défiance à l'égard de la justice. 65% des Français ont une défiance à l'égard de la justice. On a beaucoup critiqué l'état de droit. Ça a été le cas du Rassemblement national, notamment. Et puis là, on a une décision de justice qui est, pour moi, elle est motivée, exemplaire, elle est proportionnée, elle est compréhensible par le grand public. Pourquoi ? Parce que elle a condamné Marine Le Pen et un certain nombre d'autres personnes. Donc il y a une condamnation, mais il n'y a pas, la justice n'a pas empêché Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle. Et donc c'est tout ça dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel de 2025, qui précisait la proportionnalité. Il faut une proportionnalité. Et deuxièmement, il faut respecter aussi la liberté des électeurs. Voilà, et préserver cette liberté des électeurs. C'est un terme qui est utilisé, y compris dans les attendus du jugement hier. Absolument, c'est pour ça que je le souligne. Donc une décision judiciaire qui est vraiment intéressante et qui renvoie la balle à qui ? Premièrement à Marine Le Pen, parce que c'est elle qui a dû choisir en toute conscience d'y aller ou de ne pas y aller, d'être candidate ou de ne pas être candidate, et puis qui finalement, comme le disaient certains observateurs politiques hier, je pense à Jean-Luc Mélenchon, mais je pense aussi à Monsieur Retailleau, peut-être Édouard Philippe, qui finalement c'est l'électeur qui va choisir. Voilà. Donc il y a ceux qui font des cours de morale publique, mais la justice n'est pas la morale et la politique n'est pas la morale.
Et si la morale faisait l'élection, ça se saurait. Mais je pense que ce sont les électeurs qui choisissent. Voilà. Est-ce qu'ils vont tenir rigueur à Madame Le Pen d'être condamnée, d'avoir détourné des fonds publics? C'est maintenant la question, puisqu'on connaît j'ai envie de dire qu'on connaît les règles du jeu. On connaît les règles du jeu. Voilà, le match commence. Le match commence. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand vous dites le match commence, vous avez raison. C'est l'élection présidentielle qui commence. Regardez hier sur les plateaux de télé, tout le monde s'est précipité. Enfin, ses opposants. Ça a été spectaculaire. On a bien vu que la campagne commençait. Chacun y allait de sa phrase. Ouais. Et tout le monde attendait de savoir si c'était M. Bardella ou Mme Le Pen qui serait candidat. Il ne faut pas oublier que depuis 2022, le Rassemblement national, mais comme LFI de l'autre côté de l'échiquier politique, ils sont en campagne. Vous vous souvenez, il y a eu les élections européennes. Les élections européennes, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête. Jordan Bardella a porté ces élections européennes. Il a fait plus de 31%. Il y a eu les élections législatives. Le Rassemblement national a obtenu 143 de mémoire parlementaire. Juste pour mémoire, pour vous montrer cette dynamique du Rassemblement national, parce que c'est une réalité. Comme vous avez aussi en face une dynamique d'LFI. Moi, ce que j'appelle les deux grands imaginaires qui s'imposent et qui risquent de s'imposer dans cette campagne. C'est les deux grands récits aujourd'hui et les deux grandes dynamiques qui portent la campagne pour le moment. Pour le moment. Mais pour revenir aux législatives, en 2017, le Rassemblement national n'avait que 8 parlementaires. 8. En 2022, ils en avaient 89, aujourd'hui ils en sont 143. Et lorsqu'on analyse avec Frédéric Dabi de l'IFOP un certain nombre de... lorsqu'on pose la question aux électeurs du Rassemblement national, pourquoi vous votez pour le Rassemblement national? Ils nous disent aujourd'hui, et dans toutes les études d'opinion, c'est non pas parce qu'on veut voter contre, mais parce que pour nous c'est un vote d'adhésion. Donc pour la première fois, les électeurs... C'est de quand ce basculement? Ça, c'est à partir de 2023-2024. Donc c'est très récent. C'est très récent. C'est-à-dire que les électeurs du Rassemblement national ne disent pas on vote le RN. On a beaucoup parlé pendant des années d'un vote de rejet. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est un vote d'adhésion. Et on l'a vu scrutin après scrutin, élection européenne, élection législative, élection municipale. C'est-à-dire que on vote pour les thématiques du Rassemblement national. Quelles sont les thématiques? Moi, j'ai été surpris parce que je pensais que le pouvoir d'achat restait la thématique numéro 1. Il semblerait que ce soit aujourd'hui de nouveau l'immigration. 1, l'immigration. 2, le pouvoir d'achat. 3, l'insécurité. Donc ces thèmes-là qui sont les thèmes... Donc quand on entend un représentant du Rassemblement national débuter son entretien systématiquement par l'immigration, on se dit, en fait, il répond à la thématique, aux 3 thématiques, au classement général de l'intérêt des Français, si je puis dire. Absolument, et ce sont des thématiques, on a vu aux élections municipales, qui sont à la fois des thématiques nationales, mais également des thématiques municipales. On a vu un certain nombre de maires élus ou battus sur les questions de sécurité ou d'insécurité. La thématique du pouvoir d'achat qui avait été... on attendait Marine Le Pen, vous savez, en 2022, aux élections présidentielles, sur la thématique de l'immigration, on est arrivé sur la thématique du pouvoir d'achat. Qui est toujours présent. On a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu la crise ukrainienne, on a eu l'inflation, etc. Cette thématique du pouvoir d'achat est toujours présente dans notre pays. Plus que jamais. François Bayrou le disait ce matin, il y a un appauvrissement. Il parle de chiffres qui sont très très clairs. Il y a une paupérisation. Il y a une paupérisation d'une partie de la population française. Et donc, qui parle à ces gens-là? Qui peut apporter des solutions? Et ces gens-là, attendent des solutions. Pour être concret par rapport à la journée d'hier, est-ce qu'il y a un impact direct? Faut-il s'attendre à une modification des intentions de vote par rapport au train de sondage qu'on a pu avoir ces dernières semaines, maintenant que, comme je reprends cette parabole, les règles du match, on les connaît, on sait qui est le numéro 10, c'est Marine Le Pen, c'est elle qui va diriger la campagne. Jordan Bardella, sera avec elle, et donc c'est un ticket à l'américaine. C'est un binôme. C'est un binôme, ce qui peut d'ailleurs répondre aussi au sondage, parce que ces derniers temps, Jordan Bardella était en tête. Alors que serait l'impact de cette journée d'hier? À quoi vous attendez-vous dans les prochaines enquêtes d'opinion? Écoutez, pour nous, dans les prochaines enquêtes d'opinion, ce qui va être intéressant, c'est d'abord de mesurer si elle a eu raison ou s'il a eu tort. Ça, c'est intéressant. Et si ça, on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore. Vous interrogez les gens dès aujourd'hui? Oui, dès aujourd'hui. Et si les Français considèrent que sa décision est une décision qui est un peu une décision empreinte de cette notion de justice, ou est-ce que c'est une décision qui a du panache et qui est courageuse? Et à partir de ce moment-là, leurs électeurs se décideront s'ils veulent ou pas stop ou encore.
avec Marine Le Pen. Au demeurant, vous savez, l'histoire politique française, je mets à part peut-être Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing, c'est une histoire de sédimentation. Il y a une histoire, comme il y avait une histoire autour de Jacques Chirac, il y a une histoire autour de Jean-Luc Mélenchon, il y a une histoire autour de François Mitterrand. Et voilà, Le Pen fait partie de l'histoire politique française. Moi, c'est pour ça que je pense que la vie politique, c'est aussi de la sédimentation. Alors, quand vous relisez sa biographie, c'est 1976, l'attentat auquel elle échappe avec son père. C'est l'exclusion de son père du Rassemblement national. Toute cette séquence, est-ce qu'au final, ça fait partie de l'histoire politique française. Et ça réimprime dans la tête des Français toute l'histoire de Marine Le Pen. Oui, moi je pense que la politique, c'est de la mémoire, de la sociologie et de l'histoire. Et que ce soit Jean-Luc Mélenchon, François Mitterrand, Marine Le Pen ou Jacques Chirac, ils s'inscrivent dans ce mythe politique français. Brice Sokol, merci beaucoup. Et l'invité, le nouvel arrivant dans ce studio, pardon, c'est pas l'invité, c'est Maxime Liédot. Bonjour Maxime. Bonjour Jacques, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis un peu troublé. Vous êtes pas le seul. Alors dites-nous tout, Maxime, évidemment, j'imagine que vous allez revenir sur ce fait majeur aujourd'hui. Évidemment, 3 heures de conversation, de débat, de discussion avec vous, amis auditeurs, durant 3 heures au 0826 300 300 sur cette décision historique qui est tombée hier soir à 20h quand on était devant notre télévision. Marine Le Pen l'a confirmé, oui, ce sera elle la candidate du Rassemblement national. Entre midi et 13h, discussion avec un maître du barreau. Sa voix fait trembler des tribunaux entiers. C'est maître Jean-Yves Le Borgne qui sera notre invité, justement aussi pour comprendre ce qui a pu se passer et dans la tête des conseils de Marine Le Pen, mais aussi dans la tête des juges, avec toutes les conséquences que cela va avoir sur le système judiciaire. Et bien sûr, vous pourrez lui poser toutes vos questions au 0826 300 300. Vous aviez François Bayrou qui était votre invité tout à l'heure, mon cher Jacques. Il a utilisé un mot, le jugement d'équilibre. Hier, on se posait la question de savoir si les juges pouvaient prendre une bonne décision. On a eu pas mal d'appels qui disaient oui, on sait quand même le traitement des juges vis-à-vis des politiques. La question ce matin, elle est simple. La décision de Marine Le Pen et concernant Marine Le Pen est tombée. Est-ce qu'on doit dire quoi? Bravo les juges. Et même si on tire un tout petit peu le fil, en réalité, est-ce qu'on peut élire une femme qui factuellement a été condamnée par 2 reprises pour détournement de fonds publics? Ça fera partie des thèmes de discussion qui nous animeront avec vous, amis auditeurs, mais également avec nos amis débatteurs qui nous rejoindront à partir de 10h30. Vous avez le programme pour les 3 prochaines heures sur Sud Radio. Voilà, les termes du débat sont là. Il est 9h58. J'en profite pour féliciter Annick Binard de Nozay. C'est elle qui a gagné la machine Senseo qui était à jouer ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je vous retrouve demain à 7h. Dans un instant, Maxime Liédot. Très bonne journée à tous sur Sud Radio. Merci à John et Manu. Allez, à demain.